Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré. En direct jusqu'à 20h, le club de la presse d'Europe 1 reçoit ce soir Gérard Filoche, qui est membre du bureau national du Parti Socialiste, qui a été pendant 30 ans inspecteur du travail, qui est aussi membre de la CGT et d'Attaque. Bonsoir Gérard Filoche. Bonsoir. Avec vous, on va parler de cette image de ce qui s'est passé lundi à Roissy, ce DRH sans chemise, de cette crise à Air France qui a pris ensuite un tour politique avec Manuel Valls qui soutient la direction et avec les Républicains qui parlent de laxisme et de recul de l'autorité de l'État. On évoquera aussi d'ici 20h votre pétition que vous avez lancée pour demander la démission d'Emmanuel Macron. Pour vous interroger ce soir, je vous présente nos trois grandes voix. Philippe Gildas, Olivier Duhamel et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir à tous. Gérard Filoche, quand vous avez vu ce DRH torse nu lundi à Roissy, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit c'est la lutte des classes? Oui, bien sûr. J'ai compris que les gens étaient poussés à bout pour en arriver là, puisque les organisations syndicales étaient opposées à ça, elles ont essayé de limiter. Il faut qu'il y ait une souffrance très très grande des personnels. Et il faut comprendre, il y a eu 15 000 licenciements déjà avant. On leur avait promis qu'il y aurait un accord, qu'on arrêterait avec les affaires Transavia et tout ça. Et en fait, on leur annonçait brutalement, avant même le début du CCE, qu'il y aurait 2900 nouvelles suppressions de postes. Pour des gens, imaginez quelqu'un qui a 30 ans, 3 enfants, acheté sa maison, et on lui dit t'es dehors, sa vie est brisée. C'est pas seulement des chemises déchirées, c'est 2900 vies brisées que dans votre annonce, vous n'avez pas mentionné. C'est à l'orientation actuelle. Et le commentaire depuis lundi, c'est d'oublier les grévistes. On parle de 2 chemises déchirées et on ne parle pas de 2900 vies déchirées. Et donc, et en plus, après, on dit, s'ils font pas des sacrifices, ces grévistes, l'entreprise va pas fonctionner. Je prétends le contraire. C'est les actionnaires et le dirigeant qui doivent faire des sacrifices. Donc la phrase importante, c'est « faut comprendre ». C'est ce que vous venez de nous dire. Il faut comprendre et puis il faut défendre les grévistes contre une direction, si vous me permettez, contrairement à tout ce qui se dit, qui liquide Air France. Elle fait du Transavia. Elle fait du low cost. C'est comme il y a une ryanisation, comme il y a eu une ubérisation. C'est-à-dire qu'un grand joyau industriel de notre pays est en train consciemment, par le haut, par la tête, pour les profits, augmenter les profits de la finance, d'être détruit. Et on aura bientôt quelques lignes majeures pour les riches. Et on aura des attentes dans les sous-sols d'Orly pour les pauvres, pour prendre Ryanair transavialisé. Voilà, vous m'aidez. Et la vraie explication de ce qui se passe est là. Ils font comme dans la marine marchande française. Ils font comme dans la SNCF où ils remplacent les TER par des autocars. Ils remplacent notre grande flotte d'avions nationale par des sous-traitants et par des low cost simplement parce que ce sont des fanatiques financiers qui pensent l'entreprise. Une question de Nicolas Bétou, Gérard Filoche. Il faut comprendre, dites-vous, donc vous ne condamnez pas, si je comprends bien, les violences faites aux personnes, les violences physiques, la brutalité, le fait d'avoir molesté des gens, que ce soit des patrons ou pas, le fait d'avoir molesté des gens, ça vous paraît compréhensible? Depuis hier, je vais vous dire, puisque vous m'avez déjà posé la question tous, je vais vous dire, j'ai presque une évolution. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu plus de violence. Parce qu'en fait, les gens, ils en ont tellement assez de ce qu'on nous déverse du point de vue des explications contre eux, que ça aurait pu être pire. Et quelque part, quand je vois la campagne de presse qui se déchaîne, parfois on a dit les chiens, mais enfin, il y a 95% des médias maintenant qui sont entre les mains de 7 milliardaires, et ils sont en train de cracher sur des gens, de les humilier alors qu'on les licencie déjà. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu à votre question en direct. Donc je vous dis que je pas, dirais pas, la question sûr, était... moi je la connais, votre question. Il faut absolument le petit truc pour instrumentaliser ce que je vais dire. Mais pas du tout. Et je vais vous répondre. La question, je vais vous répondre. Excusez-moi, la question était, si vous voulez pas répondre, vous pouvez dire je refuse de répondre. Mais la question était claire. La question était, vous refusez de condamner ces actes de violence. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Je ne les approuve pas, mais je ne les condamne pas. Et je veux pas qu'il y ait une chasse aux sorcières maintenant avec des policiers. Vous rendez compte que maintenant, pas condamné, vous êtes centriste. Comment dirais-je, la chienlit, c'est ceux qui se déchaînent contre ceux qui souffrent. Ils sont aujourd'hui humiliés, on va les chercher pour savoir le portrait, la photo, qui a fait quoi, des enquêtes policières pour aller traquer ces pauvres gens méprisés et humiliés, et il n'y a pas une commission d'enquête parlementaire pour aller regarder comment De Juniac gère son entreprise. Je suggère une commission d'enquête parlementaire. Vous ne comprenez pas que des gens qui voient des images aussi... Il n'y a que ça qui vous intéresse. Non, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Et 2900 licenciés, vous n'avez pas encore dit un mot. Non, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Nous avons 45 minutes d'émission et on a tout le temps. Mais ça, comme vous dites,
m'intéresse aussi les auditeurs, intéresse aussi, hélas, le monde entier qui a relayé ces images. Et donc, ma question est la suivante. Quand on voit, pour les gens qui regardent cette image, quel qu'il soit, et quoi qu'ils pensent sur le conflit, et même ceux qui sont d'accord avec les grévistes, pour eux, ce sont des images d'une violence extrême, au bord du lynchage. Vous dites quelque chose de déchiré. Lynchage, hein. Si, je sais non, il n'est pas du tout approprié. Mais vous savez pas, nous non plus. Le lynchage, on pend les noirs. Là, c'est 2 chemises déchirées. Non, mais le 2 chemises déchirées, vous savez pas ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas été protégés. Vous savez pas, si. Non, vous savez pas. Ça s'est pas passé. Alors, donc pour vous, ce ne sont pas des images violentes. Ceux qui ont protégé, pour vous, ce ne sont pas des images d'une vraie violence. Ce sont des syndicalistes qui les ont protégés. Exactement. Et je m'étonne qu'il y ait eu une telle, limite dans l'explosion des gens quand ils sont confrontés à ça. Et franchement, ne pas voir, d'abord dans le mouvement ouvrier, puis depuis un siècle et demi, il y en a eu des chemises déchirées, si j'ose dire. Et quel est le but du haro sur eux aujourd'hui? C'est de protéger la direction d'Air France. C'est de protéger le plan de liquidation de cette belle société. Justement, ce qui m'étonne, c'est que vous ne mettiez pas le gouvernement dans le coup ce soir, parce que c'est quand même vous qui avez déclaré il n'y a pas si... tout de suite, il n'y a pas si longtemps, vous avez dit que créer du chômage est une volonté politique de nos gouvernements. Oui, mais je vais vous y compris la gauche. Si vous me permettez de le développer, je vais le faire. Non, mais c'est lié à ça. Oui, bien sûr, c'est lié à ça. Alors, parce que 15 000 emplois, 2900. Et par ailleurs, Valls et Macron suppriment 132 700 postes de fonctionnaires. Si ces gens-là voulaient lutter contre le chômage, ils feraient pas ça. Alors, aujourd'hui, on serait en train d'embaucher dans ces entreprises, à la SNCF, dans les hôpitaux et à Air France. Alors, pour bien vous laisser le temps de développer tout ça, on va marquer une pause avec ce soir Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste, face à Philippe Gildas, Olivier Duhamel et Nicolas Bétou. On parle bien sûr d'Air France, de la crise, du plan qui prévoit 2900 suppressions de postes et des incidents de lundi au cours du comité central d'entreprise. C'est Nicolas Bétou qui vous pose la prochaine question. Des plaintes ont été déposées au pénal. Un certain nombre de syndicalistes, mais pas que, ont été identifiés comme dans les auteurs de ces violences. Est-ce que vous comprendriez que la justice passe? Manuel Valls, ce matin, a dit qu'il attendait la plus grande sévérité à l'égard des fauteurs de troubles. Comment interprétez-vous ça? Écoutez, on va laisser la justice, puisque les organisations syndicales, aucune d'entre elles n'a approuvé les événements. Ils comprennent tous, comme je le comprends, que ces événements servent à faire diversion pour esquiver de parler des 2900 licenciements. Donc c'est pas une bonne affaire. Mais les gens sont mis à la rue, auxquels on enlève l'emploi, le pain, leur maison. Et ils n'ont pas résisté. Vous les comprenez, et vous avez conscience qu'ils ont joué contre leur camp, au fond. Ils ont abîmé l'image d'entreprise. C'est pas ça qu'ils ont réfléchi, vous savez. Et l'image de l'entreprise, je vais vous dire, tout le monde dira, ça l'abîme. Je suis pas sûr. Parce que je crois que dans l'âme de millions de passagers, ils vont préférer les licenciés aux licencieurs. Et je pense que tous les gens de tous les aéroports du monde vont pas se dire c'est Air France qui est abîmé, mais ils vont se dire on aurait bien envie de faire pareil avec nos propres dirigeants. Et donc l'idée que ça abîme l'entreprise me surprend. Parce que quand il y a des mouvements des salariés, c'est plutôt bon pour une entreprise. Parce qu'une entreprise... Vous pouvez pas dire ça d'une entreprise qui a besoin d'avoir une image internationale. Bien sûr, mais qu'est-ce que c'est une entreprise sans des salariés qui lui sont attachés? Oui, d'accord, c'est l'image internationale, c'est le côté international qui fait qu'Air France est totalement différent. Mais vous savez, il y a des mouvements dans d'autres aéroports et dans d'autres pays du monde. Vous comprenez très bien ma question. Je comprends très bien aussi comment je vous réponds. Je vous dis que c'est une question de qui fait l'image et de qui veut la regarder. Parce que l'image des syndicats dans tous les pays est plutôt favorable aux licenciés d'aujourd'hui. Qui peut être hostile? Qui peut avoir envie de les humilier davantage? Qui peut vous m'avez parlé de Manuel Valls. Oui. Hein? Alors Manuel Valls, j'attends la plus grande sévérité. Et enfin, écoutez, il aurait pu avoir quelques mots lui aussi pour les grévistes. Il n'en a que pour que les chemises. Il n'a rien dit pour les hommes. Là, on parle de ceux qui ont créé des violences, pas des grévistes. De la même manière, vous faites une confusion. Pardon, Gérard Filoche, vous faites une confusion permanente. Il n'y a pas de grévistes pour l'instant. Il n'y a pas de grévistes. Vous comprenez bien qu'il y a un mouvement, parce que tout le monde s'en sent bien. Ça touche tous les personnels, hein, ça touche les pilotes, ça touche les navigants, et ça touche ceux qui sont tout seuls. Il a raison de dire qu'on ne peut pas parler de grévistes quand il n'y a pas de grève. Excusez-moi. Enfin, on peut comprendre que l'expression gréviste n'est pas déplacée. Sur les mots, c'est vrai, mais elle n'est pas déplacée par rapport à ce que nous sentons monter dans cette entreprise. De la même manière, Gérard Filoche, que vous parlez systématiquement de 2900 licenciements, il n'y a pas 2900
licenciement. Il y a 2900 suppressions d'emplois. Et vous savez très bien, pour avoir été pendant des dizaines d'années inspecteur du travail, la différence entre une suppression d'emploi, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé, et un licenciement. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, dedans, justement, il y a des licenciements. Ma question est, est-ce que ce n'est pas à dessein, par idéologie, que vous confondez systématiquement les suppressions d'emplois et les licenciements ? Parce que les gens le ressentent exactement de la même façon. Vous savez, quand il y a un pot de départ... Non, attendez. Laissez-moi le dire, s'il vous plaît. Non, mais quelqu'un qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé, moi, je ne peux pas laisser passer, qui ressent ça de la même façon que quelqu'un qui est viré. Vous avez déjà assisté à des pots de départ en retraite dans les entreprises où on ne remplace pas celui qui part. Mais sa vie est brisée, celui qui part à la retraite, sa vie est brisée. Ceux qui sont autour savent qu'ils vont faire son boulot. Vous avez dit d'être viré. Je vous avais dit 2000 personnes, 2900 dont la vie est brisée. Est-ce que quelqu'un qui part à la retraite d'Air France voit sa vie brisée ? Écoutez, celui qui part à la retraite, il sait qu'il n'est pas remplacé. Mais est-ce que sa vie est brisée ? Pourquoi est-ce que vous confondez systématiquement ? Est-ce que c'est pour dramatiser le sujet ? Il y a 2900 postes supprimés, il y en a déjà eu 15 000. Si vous voulez pinailler, non, il n'y en a pas eu 15 000, il y en a eu 9 000. Un peu plus de 15 000. Non, 9 000. Je vous fais la courbe de 2010, je la connais par cœur, je l'ai dans les yeux, avec le diagramme, parce qu'il y en a eu chaque année, et même il y a un chiffre qui porte à 17 500, et vous savez pourquoi il y en a à nouveau ? Parce que les pilotes n'ont pas voulu, n'ont pas respecté leurs engagements. Est-ce que c'est faux ? Et c'est faux. Non. Vive les pilotes. Parce qu'on me dit, les pilotes, c'est les privilégiés. Les pilotes avaient signé pour 20% d'efforts de productivité. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas respecté. Et c'est tous les personnels qui payent pour ce manquement à leur engagement. C'est pas leur position. Et deuxièmement, je vais vous dire, si les pilotes cèdent, tous les personnels perdront. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité nécessaire entre tous les personnels. Et dans la journée de lundi, c'était une intersyndicale qui représente 2/3 des personnels. Ils étaient tous représentés. Il n'y avait pas de dissociation. Je sais que tous les partisans de ce mauvais plan, de ce mauvais coup contre Air France, veulent dissocier les pilotes des autres. Et veulent absolument voir que les personnels ne sont pas solidaires, mais ils le sont aujourd'hui. Les pilotes s'étaient engagés à faire des efforts. Ils ne les ont pas fait. Les autres professions les ont fait. Qu'est-ce que vous appelez les efforts ? C'est quelques des efforts de productivité. Les autres, écoutez, les personnels ont tous respecté leur engagement. Après, dialogue social. Donc c'était une bonne façon d'essayer de moderniser cette compagnie, sauf les pilotes. Et aujourd'hui... Ni ça. Écoutez, c'est vous qui le dites. Ouais. Les syndicats des pilotes ne reconnaissent pas cela. Et ensuite, après, quand on regarde les engagements faits, vous avez vu cette merveilleuse vidéo là qui précède le comité central de l'entreprise avec une femme qui parle à tous ses chefs en costume, avec beaucoup de mépris. Et elle leur explique quelle est sa vie. Au début de ce comité d'entreprise, ça a duré une vingtaine de minutes. Déjà 1 million de personnes qui l'ont vu depuis avant-hier. Et elle explique tous les sacrifices qu'ils ont faits. Sacrifice de salaire, sacrifice de temps de travail, durée du travail allongée. Il y a eu des promesses pour changer de poste, etc. Et la direction, elle, n'a rien respecté. Parce que quand vous me parlez de respect, c'est vous qui le dites. Je vous le dis. On est un à un. Oui. Vous dites que c'est les pilotes, et moi je dis que c'est la direction. Parce qu'en vérité, il devait pas y avoir un rebondissement comme aujourd'hui. Quand il y a eu la négociation pour Transavia, il était prévu que ça ne bougerait plus. Il était donné des garanties qu'il n'y aurait pas de plus de glissement pour Transavia. Or aujourd'hui, Transavia va remplacer Air France. Et on va avoir les méthodes de Ryanair dans ce qu'était Air France. C'est bien de ça dont il s'agit, parce qu'à mon tour, je vous pose la question. Vous êtes là pour me la poser, mais est-ce que c'est pas ça qui est sous la main ? Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se produire ? C'est pas du tout ça qui est sous la main. Ce sont deux compagnies différentes. Vous avez inventé Ryanair hier. Si vous voulez le fonctionnement de Ryanair avec des clandestins, si vous voulez que le mépris du respect du code du travail, vous avez l'exemple de ce que risque de devenir Air France si les pilotes cèdent. Et Gérard Filoche, on fait quoi pour que la compagnie ne perde plus d'argent ? Alors, qu'est-ce que vous suggérez ? Je peux compléter la question si tu veux, on gagnera du temps. Le gouvernement n'intervient pas parce que précisément il veut qu'il y ait le maximum de chômage, alors qu'il pourrait intervenir dans cette compagnie dont il est actionnaire. Bien sûr. Ben non, il n'intervient pas volontairement. Mais bien sûr. Parce que le gouvernement qu'il y ait la merde. Parce que le gouvernement actuel, dans sa direction, vous avez Emmanuel Macron, on va en parler après, et vous avez Manuel Valls qui vient de se distinguer dans sa direction entière et dans la main de la finance. Comme disait François Rebsamen, quand on veut la politique de l'offre, on est dans la main du patronat. Quand on veut la politique orientée actuellement dans le gouvernement, on ne fait rien contre le chômage. Parce que sinon, ça serait facile de lutter contre le chômage, contrairement à ce que tout le monde croit. Il faut prendre des mesures pour la réduction du temps de travail. C'est les seuls qui, en 30 ans, ont réduit la durée du travail. Donc François Hollande est complètement fou, si vous voulez. Pas complètement fou. Il faut être complètement fou pour dire je vais inverser la courbe du chômage. Il faut être complètement fou pour dire si j'inverse la courbe du chômage, je me représente, sinon pas, et faire tout ce qu'il faut pour pas l'inverser. Il est fou. À vous entendre, il est fou. Il croit
à ce que ce qu'il fait, comme tous les libéraux, va renverser la courbe du chômage. Mais par exemple, savez-vous que pendant quelques semaines après la loi... Il ne cherche pas à l'augmenter. Mais attendez, excusez-moi, quand on fait cette politique de façon durable pendant 3 ans à la fin, et qu'on se propose de supprimer 132 700 postes de fonctionnaires, à un moment donné, on ne peut pas échapper à sa propre glace, son miroir. On se dit, ça marche pas depuis 3 ans, et j'enlève encore 132 700 postes de fonctionnaires. Est-ce que vous avez trouvé ça? Il y a 8304 postes de fonctionnaires de plus dans le budget de 2016. J'ai trouvé ça sur la table des négociations, avec les organisations syndicales, qui devait être débattu pendant 18 mois. Il n'y a pas eu de suppression de postes de fonctionnaires. Je vais vous le dire, mais si, bien sûr, qui devait se clore avant le 30 septembre. 51% des syndicats s'y sont opposés. Il s'agissait de 100 000 postes en moins dans la territoriale. Il s'agissait de 22 000 postes en moins chez les hospitaliers et de 11 700 postes en moins dans la fonction publique. Et d'ailleurs, comme ça n'a pas été, il y a eu l'accord, Manuel Valls s'est mis en rogne et il a décidé qu'il allait passer par-dessus le non-accord, c'est-à-dire contre les 51% de syndicats qui se refusaient, et qu'il allait quand même imposer les choses. Pauvre auditeur qui entend Nicolas Bétou, ou plutôt qui lit dans son journal qu'on augmente le nombre des fonctionnaires en France, et qui entend sur Europe 1 Gérard Filoche dire qu'on va supprimer 137 000 postes. Pauvre auditeur qui, comme moi, ne s'y retrouve plus. Eh ben, il devrait, parce qu'il n'y a qu'à regarder les documents des syndicats plus souvent, et pas regarder ceux de la finance tout le temps. Regardez le budget de la France, ce sera au moins aussi simple. On pourra regarder, bien sûr, bien entendu. Mais vous verrez ce que ça donnera dans le cadre de la fonction publique territoriale, avec l'ensemble des remaniements qui sont en ce moment en jeu. Gérard Filoche est l'invité du Club de la Presse. On revient après une pause, à tout de suite. Le Club de la Presse, jusqu'à 20h, nous sommes ce soir avec Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti Socialiste, face à Philippe Gildas, Olivier Duhamel et Nicolas Bétou. On va parler d'Air France, sans doute encore un peu, de Manuel Valls, d'Emmanuel Macron. Juste pour moi, le temps de vous donner cette information qui vient de tomber. Donc c'est officiel, le comité d'investiture des Républicains, à l'unanimité, moins 3 abstentions, a décidé de retirer son investiture à Nadine Morano, après ses propos sur la France, pays de race blanche. Nadine Morano qui avait donc refusé de s'excuser et qui sera remplacée par Valérie Debord. Voilà qui est dit. On revient maintenant à vous, Gérard Filoche, et à toutes ces polémiques autour du conflit d'Air France et aux propos très durs que vous tenez contre Manuel Valls. Vous allez pouvoir continuer. Mais on se pose une question. Pourquoi est-ce que vous êtes encore membre du Parti Socialiste? Parce que c'est mon parti. Je ne veux pas le laisser entre les mains de non-socialistes. Et donc, vous me parlez de Manuel Valls. Je suis désolé. À mes yeux, il est minoritaire. C'est-à-dire qu'il a eu 5% des voix aux primaires. Et aujourd'hui, il n'a pas élargi sa base sociale. Avec Emmanuel Macron, ce sont un peu des choses bizarres. Ils peuvent pas avoir de soutien vraiment à droite. Je ne sais pas s'ils le cherchent. Mais en tout cas, ils peuvent pas avoir de soutien à gauche et dans le salariat, sans dire au moins quelque chose quand il y a tant de licenciements et que quand c'est eux qui le décident. Parce qu'avec 17% des voix à Air France, les licenciements, quels qu'ils soient à terme ou immédiats et bruts, les licenciements, ils les signent. Et ensuite, après, ne pas avoir des mots, d'explications. N'importe quel homme d'État de qualité s'adresserait aux Français et expliquerait en disant voilà quelle est la situation. Je suis obligé à mon corps défendant de prendre telle et telle mesure. Et donc on aurait le débat non pas sur les chemises déchirées, mais on aurait le débat sur le fond du dossier d'Air France. On nommerait une commission d'enquête parlementaire et sûrement que ça serait mieux ou pas compris, mais ça serait une position d'homme d'État. Et sur le fond du dossier d'Air France, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que, bien entendu, c'est difficile, douloureux de faire des licenciements, de faire des réductions d'effectifs, mais que si Air France ne le fait pas à cause de son déficit de compétitivité par rapport à d'autres entreprises, grandes compagnies aériennes dans le monde, le risque, c'est que Air France soit disparaisse, soit rachetée par des gens qui feraient pire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, j'apprécie que vous parliez du côté douloureux des licenciements. Ça manque beaucoup depuis 24 heures ou 48 heures. Ensuite, par exemple, il y a une dette estimée à 900 millions. Comment dire? Il y a deux façons. On peut la rembourser en 1 an ou 2 ans, en estimant que c'est ça la priorité. Ou on peut étaler le remboursement d'une dette. Et à ce moment-là, on va faire plus d'innovation et on va étendre la voilure d'Air France. Si vous restreignez la voilure d'Air France, vous aurez à la suite moins de rentrées et c'est sûr qu'Air France coulera. Le choix qui est fait à l'heure actuelle est un choix financier, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était un fanatisme financier, mais c'est aussi parce que ces gens se prennent des stock options, ils se prennent des retraites chapeau, ils s'augmentent leur salaire, et donc c'est la priorité pour eux. L'argent, pas l'industrie, pas le groupe, pas les salariés et le groupe. Et donc, en vérité, il y a d'autres choix. D'ailleurs, c'est développé par les organisations syndicales qui, elles, sont sensibles pour essayer de sauver la vie d'Air France. Vous écoutez cette femme, elle dit, nous avons des propositions.
Ils ont des propositions, les organisations syndicales. L'UNSA, la CGT, le FO et puis la CGC ont des propositions. Il y a une intersyndicale. Pourquoi vous invitez pas des gens de l'intersyndicale pour expliquer en positif les solutions qu'ils proposent, qui sont opposées à celle de la direction pour la sauver. Filoche, c'est pas inviter la direction d'Air France. On s'en est aperçu depuis le début de l'émission. C'est pas à ça que je faisais allusion, mais je fais quand même allusion au fait qu'il y a des organisations syndicales qui ont des plans, des propositions. C'est pas un plan B, mais ils ont un plan pour sauver normalement Air France comme grande entreprise, pas pour passer à Transavia, pas pour faire du Ryanair. Et tout le monde voit bien le choix qu'elle a. Et en même temps, le fait de rembourser la dette en un coup, vous savez, c'est la même politique financière avec la même logique partout. On va étrangler la SNCF, on a fait mourir la marine marchande française et on va faire mourir tous les beaux joyaux industriels de notre pays au nom de « il faut absolument équilibrer les budgets et ne plus avoir de dette ». Qu'est-ce que c'est 900 millions finalement? C'est pas énorme pour une entreprise de la taille d'Air France. C'est comme la question de la dette française. Parce que si on rembourse la dette, je le dis toujours en priorité en France, eh ben, on augmente la dette. C'est ça, les gens ont du mal à comprendre. Mais c'est parce que quand vous remboursez la dette en priorité, vous mettez moins d'argent dans l'emploi, dans la relance, dans l'investissement, etc. C'est comme un jardinier qui arrose la rivière pendant que son jardin s'assèche. Et donc ça, c'est des choix pareils au niveau de l'État et au niveau des sociétés. C'est les choix libéraux dominants dans lesquels... Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas dire que c'était la faute de l'Europe déjà, de toute façon. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas dit. Mais c'est lié, parce que ce que je viens de dire s'applique en Grèce, s'applique au Portugal, s'applique en Espagne. Oui, mais je parle de... et donc en vérité, quand je dis que de toute façon, vous le savez, Philippe Gildas, la dette européenne ne sera jamais remboursée par personne. Jamais, jamais, jamais. Nous ne remboursons en France que les intérêts d'une dette qu'on ne remboursera jamais. C'est une espèce d'instrument de chantage pour faire courber les chines de tout le monde en disant vous n'avez pas de droit, il faut toucher à votre sécu, il faut vous serrer la ceinture, il faut réduire ça, réduire ça, réduire ça, simplement parce qu'il y a un chantage financier terrible pour une dette qui n'existe en vérité que théorique et qui ne sera jamais payée par les États. Vous avez une vision de la dette. Déficit, on n'aurait pas de chantage. Hein. Non, mais attendez, excuse-moi, le déficit en France, on l'a réduit. Il était de 7,5 sous Sarkozy, il est passé à 5,3, puis à 4, puis on va essayer d'avoir 3,7 si on peut y arriver. Mais chaque fois qu'on réduit le déficit, on réduit en même temps le fonctionnement de l'économie. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est que pour réduire la dette, quelque part, il faut dépenser plus. Ouais, vous avez pas moins, ouais. mais plus. Ouais. Parce qu'il faut relancer l'économie, il faut augmenter les salaires, il faut réduire les inégalités pour qu'on parvienne à ce que la machine se remette en route. Et je veux rien de révolutionnaire là-dedans. Moi, je suis un social-démocrate modéré. Ouais. Je veux seulement une politique qui permette de rompre avec l'absurdité folle financière dans laquelle nous vivons au niveau de l'État comme au niveau d'Air France. Gérard Filoche, vous êtes un social-démocrate modéré qui a une vision des chiffres un peu étrange. Je vous le dis simplement, dans le bilan d'Air France, la dette c'est 5 milliards. Pas 900 millions, c'est 5 milliards. 900 millions remboursés l'année prochaine. Il choisit de rembourser 900 millions. Oui, mais je suis en train de vous dire. Parce que dans un budget de l'année prochaine, si vous remboursez 900 millions et vous avez 40 millions pour l'innovation, ça va aller mal. Je voulais juste revenir à Manuel Valls. Manuel Valls, disiez-vous, est minoritaire. Il est signataire d'une motion A, qui, au dernier congrès du Parti Socialiste, a fait 60%. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il est minoritaire avec 60% des voix? Je vais vous dire comment fonctionne le parti. Vous y tenez, je le vois bien. Le Bureau national du 27 juillet s'est penché sur le budget qui était proposé. Et nous avons donc pris toute une série de mesures qui ont été votées à quasiment 95% du Bureau national, qui sont un autre budget, c'est-à-dire qu'on ne veut pas donner 11 à 12 milliards aux employeurs sans contrepartie. On veut modifier la courbe d'orientation du crédit impôt compétitivité emploi. On veut prendre toute une série de mesures qui soient plus sociales et dans l'intérêt de nos concitoyens. C'est voté. Le Bureau national le vote. Quand répond Manuel Valls, j'en ai rien à faire. Je vais le passer quand même. Alors vous avez un conflit de légitimité entre le Bureau national du Parti socialiste et le Premier ministre. Alors, il y en a qui disent le parti propose et le gouvernement dispose. Oui et non quand même, parce que la démocratie, moi, je suis pas député. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Si j'étais député, je ne voterais pas le prochain budget. Ouais. Voilà, et je vous le dis parce que ça a une certaine importance. Alors, ils le feront au 49.3, ils sont habitués au coup de force. Mais ça peut pas marcher comme ça durablement dans une société. On peut pas avoir des espoirs suscités en mai-juin 2012, une envie de changement, de redistribution des richesses et continuer pendant 3 ans sur une ligne qui est financiarisée et qui fait qu'en vérité tout va pour les banques et rien ne va pour les salariés. Ce qui m'étonne, vous m'avez interrogé plusieurs fois et j'ai fait plusieurs fois, j'essaie de le dire pour Manuel Valls, il a du mal à prononcer le mot salarié. Alors, en tout début, quand il a pris le pouvoir, j'avais remarqué, il avait dit, de toute façon, on peut pas faire grand-chose pour les salariés. Vous chercherez la citation, on est en avril de l'année dernière. Pour moi, je sais pas vivre sans les salariés, c'est eux qui produisent les richesses.
Les salariés, c'est les miens, ce sont les nôtres. Aucun patron n'existe sans salariés. Ils ont une arrogance à l'égard des salariés, mais ils devraient être reconnaissants à Air France comme ailleurs. Et ce qu'il faut quand on est de gauche, c'est s'appuyer sur le salariat. C'est 93% des actifs. C'est ceux qui produisent les richesses de notre pays et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Vous savez, les Américains, ils ont fait dans des manifestations, ils ont dit il y a les 1% puis les 99%. En fait, c'est pareil en France. Vous avez 1% qui détiennent toutes les richesses. L'oligarchie, quoi. Vous avez 500 familles qui ont 460 milliards. Le magazine Challenge le constate chaque année. Vous avez 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Vous avez 80 milliards de fraude fiscale. Alors, on va dire, mais la fraude fiscale, cette année, on a ramené 2 milliards. Je me suis dit, il en reste encore 78. Parce que si on ramenait 78 milliards de la fraude fiscale, on n'aurait pas besoin de prendre 9 milliards à la Sécu. On n'aurait pas besoin de prendre 11 milliards aux collectivités territoriales et ce serait plus facile de gagner les élections. Et on n'aurait pas besoin de prendre 9 milliards au budget de la fonction publique. Ils sont complètement cons. Ça, c'est une vraie question. Bah oui, parce que tout à l'heure, il était fou, maintenant, il est complètement con. C'est vous qui utilisez des mots à chaque fois, monsieur. Bah, pour essayer de comprendre. C'est vous qui dites, alors, complètement idiot, si vous préférez. S'il peut ramener... Est-ce que vous voulez bien faire de la politique au lieu de dire des gros mots? S'il peut ramener... Alors, idiot. S'il peut ramener 60... Je suis surpris que ça vous gêne, que je dise con. Idiot. Je n'utilise pas ces mots-là. Non, mais moi, je les utilise. Oui, c'est bien, c'est plus vulgaire et ça parle aux gens. Bon, ben non, mais c'est pas le problème et c'est pas la question. On va pas faire un débat sur idiot ou con, quand même. Hein. Bon. Si... il suffit de le vouloir pour rapporter 78 milliards de fraude fiscale dans les caisses de l'État. Pourquoi diable ne le font-ils pas? Parce que les sommets de l'oligarchie s'indignent immédiatement. Parce que Jean-Pierre Jouyet représente à peu près la banque à l'Élysée. Parce que Macron représente la banque aussi. Et donc, comment voulez-vous que les gens qui ont ces milliards-là acceptent que le pouvoir... sont les esclaves de la banque qui empêchent de... Vous savez bien comment ça fonctionne dans la Ve République. Mais c'est pas sérieux, les pouvoirs sont concentrés. Et même ceux qui les représentent à l'Élysée représentent les forces de l'oligarchie. Donc, c'est la banque qui dirige à l'Élysée, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Mais où est-ce qu'ils trouveront l'argent dans les... à vous dire ça. Je suis surpris, moi. Je vais le redire quand même à tous les auditeurs. Je suis quelqu'un de gauche qui avait énormément d'espoir dans la victoire de mai-juin, qui pensait que ceux qui devraient être nommés à l'Élysée ensuite, ce sont des gens qui représentent les salariés, qui représentent le peuple. Ce sont des gens qui soient de gauche sincères, qui soient des militants, des gens qui viennent d'une banque ou d'une autre. Jean-Pierre Jouyet qui dirige l'Élysée, il a travaillé pour Sarkozy combien d'années, vous le savez mieux que moi. Il a été ministre de Sarkozy. Il a été en charge des affaires européennes pendant 2-3 ans. Ça ne prouve pas qu'il soit l'esclave des banques qui pourrait rapatrier 78 milliards, mais qui ne les rapatrie pas parce qu'il est l'homme des banques. J'ai eu Jean-Pierre Jouyet qui était en face de moi. J'étais inspecteur du travail, j'avais l'autorité des marchés financiers. J'avais en face de moi. Je voyais comment ça bossait. Je voyais comment les gens se plaignaient même dans l'entreprise, comment on travaillait à l'époque. J'ai aucune confiance dans Jean-Pierre Jouyet pour diriger la France. Voilà, quand je suis de gauche, je mets quelqu'un de gauche à la direction de la France. Vous dites que vous restez au PS pour éviter que ce parti ne dérive. Et puis vous stigmatisez... je suis pas tout ça là, on est 30%. Bien sûr. Et vous stigmatisez Manuel Valls. Est-ce qu'après un conflit personnel avec lui, il y a à peu près un an, au moment de la mort de Christophe de Margerie, vous aviez fait un tweet extrêmement agressif en parlant de Margerie comme d'un suceur de sang. Et Manuel Valls avait dit « Gérard Filoche ne mérite pas de rester au PS ». Qu'est-ce que vous faites au PS? Eh bien, je vais vous dire, c'est mon parti, et je ne veux pas que des non-socialistes le prennent. Manuel Valls voulait changer le nom de mon parti. Je m'oppose de toutes mes forces à ce qu'il change le nom du Parti socialiste. Je suis dans la grande tradition depuis Jaurès à aujourd'hui. J'oppose Jaurès et Macron. C'est deux mondes différents. Et donc, ceux qui votent pour mon parti, il y a 9 millions de voix qui ont voté. Ce sont tous 70% des salariés. Ce sont mes frères et mes sœurs. Et Jean-Christophe Cambadélis, c'est leur complice? Écoutez, Jean-Christophe Cambadélis, il essaie de louvoyer comme il peut la direction du parti entre les différents courants, et la pression aujourd'hui de la base et la pression des militants et des électeurs ne va pas dans le sens de l'approbation de la politique de Valls et de Macron, qui s'attaque au code du travail, qui s'attaque à la fonction publique, qui s'attaque aux 35 heures en douce. Alors on me dit non, il n'a pas touché aux 35 heures. Ouais, attends, et tout pousse pour y arriver. C'est comme s'il préparait, au cas où la droite reviendrait, le fait qu'il fasse sauter ces derniers obstacles. Comment voulez-vous qu'un gouvernement de gauche gagne des élections de gauche en s'attaquant à 2 mois du scrutin au code du travail?
Comment voulez-vous qu'il le fasse avec un ministre de l'économie qui dit qu'il faut que la fonction publique n'ait plus de statut et nous allons vers une société non statutaire, c'est-à-dire en traduisant ubérisée, rianisée, etc. Comment vous expliquez qu'une majorité des sympathisants socialistes approuve ces mesures? Alors, bonne question d'Olivier Duhamel à laquelle vous répondrez juste après la pub. À tout de suite. Gérard Filoche qui est ce soir face à Philippe Gildas, Olivier Duhamel et Nicolas Bétou de l'Opinion. Vous avez lancé une pétition en ligne, un site, Gérard Filoche, pour demander la démission du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Vous en êtes où? 14 000 signatures aujourd'hui. De façon militante, c'est pas mal. Pourquoi la pétition? Oui, j'allais vous demander pourquoi la pétition. Oui, pourquoi sûr, contre lui? Je devinais la suite de votre question. Parce que vous nous avez dit beaucoup de mal de Manuel Valls, mais vous en pensez encore plus de Macron. Si vous me permettez, c'est www.macron-démission.fr. Comme ça, peut-être il y en aura 15 ou 20 000 bientôt. Alors, écoutez, Emmanuel Macron, on me dit, oui, mais pourquoi lui? Finalement, c'est pas lui qui décide, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls. Bon, c'est vrai, mais Macron, il a quelque chose de plus, il provoque en plus. C'est lui qui a provoqué sur la fonction publique, c'est lui qui a provoqué sur le code du travail, c'est lui qui a comparé Syriza avec le Front National, c'est lui quand il est en Allemagne qui dit s'il y a trop de chômeurs en France, c'est parce que les salariés français sont trop protégés, c'est lui qui dans une émission de la BBC, d'ailleurs où je figurais par hasard, dit en gros qu'ils ont eu la chance d'avoir Margaret Thatcher, c'est celui quand il est à Las Vegas qui dit oh les jeunes Français devraient avoir envie de devenir milliardaires, c'est lui qui dit mon job n'est pas de défendre les emplois existants à la tribune. Je vous donne toutes les sources parce qu'on a fait un récapitulatif de toutes les provocations. Pourquoi alors une majorité de Français sont pour ce que vous appelez les maconneries? Écoutez, je suis pas sondeur, mais j'y crois pas. C'est un peu comme... Ou alors, je vais vous dire... Vous pensez aussi que les sondages sont truqués? Non, mais je vais vous dire, ou alors c'est comme du temps de Bernard Tapie, quand il avait le même type de notoriété. Voilà. C'est vrai que vous dites Macron, c'est un peu le même type d'ovni dans la vie politique, ça arrive et ça part. Ils n'ont pas de base sociale, c'est ce qui il y a en ce moment il y a une fabrication, mais en vérité on verra que comme il n'y a pas de base politique, il n'y a pas de base sociale et ça doit tendre à disparaître et ce serait bien pour le pays. Et donc c'est un symbole qui devrait disparaître. Et j'ai lu votre pétition, vous voulez donc le démissionner et vous dites l'unité de la gauche ne peut être faite que sans Macron. Oui, merci de le dire. Je suis pour l'union sans Macron. Pour l'union sans Macron. Pourquoi? Parce que c'est votre ennemi personnel au fond. Mais non, on fout du personnel après tout. C'est la politique. Non, c'est simple. C'est que qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'union de la gauche? C'est la ligne politique de Valls et Macron. Si vous voulez une union de la gauche, faut mettre tout le monde autour de la table. Faut mettre les roses, les rouges et les verts, comme je dis toujours. Et il faut dire voilà, on va prendre 72 heures et on va tous bouger. C'est-à-dire, on va pas faire un dictat du Parti Socialiste aux autres. On va trouver qu'est-ce qui est possible d'avoir comme accord. Je vous demande pas un programme commun. Je vous demande 4 ou 5 points de gouvernement pour sauver le quinquennat avant 2017. Dans lequel il y aurait, au hasard, la réforme fiscale, la réforme bancaire, qui a été totalement inachevée, une augmentation des salaires, parce qu'il faut redistribuer les richesses. La réduction du temps de travail. Eh bien oui, vous devinez très bien, les 32 heures. C'est bien de lire. Faut aller sur mon blog, faut aller sur mon site, faut aller dans ma revue, Démocratie et Socialisme, c'est très bien. Mais je suis en train de vous dire pourquoi il y a contre Macron, parce que, par exemple, il attaque le code du travail. Alors, les attaques contre le code du travail, là aussi, vous avez, c'est Pujadas à la télé qui dit, regardez, il fait 1,5 kg. Alors évidemment, les gens se disent, c'est pas un livre pour moi, alors que c'est pourtant le livre qui les défend le plus. Mais parce que la vérité, c'est qu'il fait pas 1,5 kg, vous le savez comme moi si vous me lisez. C'est que le code du travail fait 675 pages. Il fait 250 grammes, mais il y a 3300 pages de commentaires. Alors on essaie de dire qu'il est obèse, on essaie de dire qu'il est trop gros, pour essayer de discréditer le code. Alors que vous savez, un code du travail, c'est l'indice le plus important pour juger du degré du développement d'une civilisation. Alors on doit plus le développer alors. Ça, Écoutez, il est tout petit. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas du droit du travail, c'est du droit civil. Mais il y a 36 000 pages de droit civil consacrées au droit du travail. C'est bien pire qu'avec notre code. Si vous n'arrivez pas à démissionner Macron, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, on ne sait pas. Vous allez voir. Les régionales, comment ils vont se passer? J'ai peur. Moi, je veux qu'on vote à gauche. Je veux que la gauche gagne, mais je sens pas les choses. Et vous le savez comme moi. Parce que pour gagner à gauche, il faut faire une politique de gauche. Donc j'ai peur. Alors après les régionales, vous allez avoir quoi? Vous pensez qu'en cognant aussi fort que vous cognez sur ceux qui gouvernent, vous allez aider à ce qu'on vote à gauche? J'essaie de sauver l'honneur du Parti Socialiste. J'entends bien. Mais là, vous parliez des régionales. Et vous disiez, vous parliez pas d'honneur, vous parliez des régionales. Et vous disiez, j'ai peur qu'il y ait des grosses défaites et je voudrais que les gens votent à gauche. Est-ce que vous pensez que quand vous tenez tous les propos que vous tenez, ça pousse les gens à voter à gauche? Parce que dans les régions, c'est pas la même politique qu'au plan national.
Les gens doivent pouvoir comprendre que si c'est la droite qui passe, ils perdront là une bourse du travail, là ils auront des problèmes dans les cantines scolaires, là les associations perdront. Et je veux qu'ils puissent avoir confiance dans des militants socialistes qui expriment pas la voix de Valls et Macron. Alors, parce que s'il y a une façon, à dire à Valls, s'il y a une façon, oui. Envoyez Filoche faire la campagne des régionales, il expliquera que pour les régionales, c'est bon. Je vous jure qu'on gagnerait les voix. Je vous le jure. Et je vous dis que chaque jour où Macron parle en plus, à la veille des élections, on perd des voix. Et que quand je dis qu'il faut me mettre de côté, je dis que c'est augmenter les chances de les gagner, ces foutues élections. Et pourquoi est-ce que François Hollande ne vous écoute pas? Dans sa dernière conférence de presse, il a dit qu'il voulait réformer le code du travail. Oui. Alors, il a même dit, j'en étais surpris. Il a perdu la tête. Attendez, il a même dit qu'il est. À chaque fois, c'est vous qui dites con, idiot, perdre la tête, etc. Perdre la tête, c'est pas insultant. Non, mais je vous dis quelque chose. Il a dit que le code du travail était illisible, mais c'est pas vrai. Il y a 10 articles de loi qui servent au prud'homme. Les spécialistes du droit du travail savent l'expliquer. Le code du travail, je voudrais rassurer les auditeurs, c'est leur texte. Il y a 18 millions de salariés. Il y a 93% des actifs sont salariés. Le code, c'est leur instrument pour se défendre. Sans loi, ils perdront plus de salaire. Sans loi, ils perdront plus d'emplois. Sans le code du travail, ce sera Mad Max et la jungle. Et donc, il faut le défendre, ce code. Il faut pas être libertarien. Il faut pas croire qu'on casse tout et que c'est comme ça la solution, c'est l'inverse. Plus on facilite les licenciements, plus il y a de chômage. Plus le code du travail est meilleur, écoutez-moi, vous aurez de meilleurs salaires. Plus le code du travail est meilleur, votre emploi sera protégé. Et c'est ça qu'il faut dire. Et alors, François Hollande cède à dire c'est illisible. Je vais même dire ce qu'il a dit, François Hollande. Il a dit faut adapter le code du travail aux entreprises. À la situation des entreprises. Et je vais vous dire quelque chose. Ça fait un siècle qu'on essaie de faire l'inverse. C'est-à-dire d'adapter les entreprises au code du travail. Merci beaucoup. Gérard Filoche était l'invité du Club de la Presse avec Olivier Duhamel, Nicolas Béthou et Philippe Gildas.